Madame la Première ministre, chère Elisabeth, mes chers concitoyens, mesdames et messieurs, je suis, chère Elisabeth, particulièrement heureux de t'accueillir ici à l'hôtel Matignon, siège de la chefferie du gouvernement, dans un moment toujours solennel, et je tiens à le dire d'emblée, particulièrement émouvant pour moi. Je voudrais d'emblée, si tu me le permets, exprimer toute ma gratitude et ma reconnaissance après ces mois qui, depuis juillet 2020, m'ont conduit à la tête du gouvernement de la République à faire face avec le peuple français à une série d'événements tout à fait exceptionnels, difficiles, douloureux. Et je voudrais d'abord exprimer évidemment ma reconnaissance au président de la République de m'avoir fait l'honneur et donné la possibilité d'exercer cette très haute fonction, et j'allais dire tout simplement de servir mon pays. Je voudrais dire aussi au peuple de France combien je sais que les mois écoulés, marqués par une crise sanitaire inédite, ont été difficiles. Combien cela a engendré de décès, de souffrances. Combien nous avons dû prendre, sous l'autorité du chef de l'État, des mesures difficiles. Mais je veux ici saluer la résilience de nos concitoyens, la solidarité qu'ils ont exprimée au-delà des contestations qui se sont fait jour, mais dans l'ensemble, nous avons ensemble fait face. J'ai essayé, avec le gouvernement, avec l'ensemble des services publics, de mener le bateau dans ces circonstances tout à fait exceptionnelles avec, je le redis, un seul objectif: protéger, apaiser, expliquer, rassembler, fédérer. Ces remerciements, je les dois aussi évidemment à l'équipe gouvernementale dont tu faisais, chère Elisabeth, partie. Et au-delà de cette équipe, à mon cabinet, bien sûr, aux services exceptionnels qui, tu le verras, travaillent ici à Matignon, mais tu les connais déjà, pour l'essentiel. Et au-delà, à l'ensemble des agents et fonctionnaires de l'État et du service public. Pour ceux qui en doutaient, ça n'a jamais été mon cas, la France a montré qu'elle disposait d'un État et d'agents du service public formidables. Bien sûr, comment ne pas évoquer d'abord celles et ceux qui concourent à notre service public de santé, public et privé d'ailleurs, qui depuis le premier jour ont fait face avec un courage et une abnégation absolument exceptionnels à toutes les vagues de la pandémie. Combien de fois me suis-je rendu à leur côté dans les services de réanimation, d'urgence, dans les hôpitaux, dans les établissements de santé, dans les centres de vaccination. Je veux leur redire, en votre nom, la gratitude infinie de la nation pour ce qui s'est passé. Nous avons, mon gouvernement a tenté, à la demande du chef de l'État, d'en tirer déjà, ça s'est appelé le Ségur, toutes les premières conséquences pour remettre à niveau ce service public dont la pandémie a rappelé une nouvelle fois le caractère absolument indispensable. Et je sais, chère Elisabeth, que tu auras à cœur de poursuivre cette action. Ma reconnaissance s'exprime également aux membres du Parlement et notamment à la majorité parlementaire qui m'a toujours été fidèle, d'une grande loyauté, qui a pris ses responsabilités. Et je crois dans le plus grand respect
et de l'état de droit et des prérogatives de la représentation nationale. La crise sanitaire, vous le savez, n'a pas été le seul événement auquel nous avons dû faire face. Plus près de nous, évidemment, la guerre aux portes de l'Europe, en Ukraine, qui n'a pas fini de faire peser toutes ses conséquences, y compris ici, dans notre pays, et je sais que c'est une des priorités que tu auras à cœur de traiter. Mais je veux avoir une pensée particulière en ce moment aussi pour les victimes des attentats terroristes qui ont meurtri notre pays, alors que je me trouvais ici à l'hôtel Matignon. Je pense bien sûr à Samuel Paty et l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine, mais je pense aussi à Stéphanie Monfermé et l'attentat terrible dans ce commissariat. Je pense aussi aux victimes, aux 3 victimes, à Notre-Dame-des-Anges, à Nice. Je pense aussi à ce policier assassiné en Avignon. Tout cela marque beaucoup la nation et renforce notre détermination, et je sais combien tu la partages, à lutter sans relâche contre le séparatisme et le terrorisme. Je me suis donné sans retenue à cette belle et haute fonction, en veillant toujours à ce que je crois fondamental, à ces valeurs que nos concitoyens attendent par-dessus tout, au-delà des décisions qu'il nous faut prendre: l'engagement, la sincérité, le bon sens et la proximité. La société souffre. Certains de nos concitoyens rencontrent des difficultés. Ah, le peuple français est un peuple exigeant, tu le sais. Il ne prend rien pour argent comptant. Il soupèse tout. Mais il sait faire face. C'est un grand peuple, un peuple politique. La fonction, chère Elisabeth, n'est pas davantage exempte d'exposition et de critiques. On dit même qu'elle a été créée pour ça. Hélas, chère Elisabeth, je crains qu'une de ces critiques te soit épargnée, celle relative à ton accent. Personne n'est parfait. N'oublie pas, quoi qu'il en soit, que, en réalité, il y a ce qu'on entend beaucoup, qui s'exprime fort et haut. Et puis, il y a ces millions et ces millions de nos concitoyens que l'on n'entend jamais, ou si peu, et qui sont là, qui observent, qui agissent, qui mènent leur vie, faite comme les autres, de heurts et de malheurs. Il faut veiller à ne jamais les oublier. Ils ne s'épanchent pas forcément sur les réseaux sociaux. Ils n'occupent pas forcément les chaînes d'information continue, mais ils sont là et ils sont la colonne vertébrale de la France. Cette France qui est confrontée, tu le sais, à d'immenses défis. La crise sanitaire n'est pas tout à fait terminée. La crise en Ukraine et toutes ses conséquences sont là. La question du pouvoir d'achat, sur laquelle, je le pense, mon gouvernement a déjà beaucoup agi, va t'occuper pour renforcer et amplifier les dispositifs que nous avons pris, loin de toute mesure de démagogie et de facilité, qui n'aurait pour conséquence que d'affaiblir durablement notre économie et d'appauvrir davantage encore à l'arrivée les plus vulnérables d'entre nous. J'ai confiance, chère Elisabeth. D'abord, permets-moi de te le dire en toi, car je te connais
Je te vois agir, tu étais au gouvernement avant que je n'en devienne le chef. Mais depuis juillet 2020, j'ai pu, je veux le dire à la nation, observer tes immenses qualités de droiture, d'intégrité, de compétence, de volontarisme. Ton aptitude certaine à relever les grands défis que le président de la République a soumis au peuple français à l'occasion de l'échéance majeure qu'est l'élection présidentielle. La transition écologique, l'égalité des territoires, l'aspiration à la justice et à l'égalité, toutes ces valeurs que tu as ancrées en toi-même et depuis longtemps. Surtout, j'ai confiance dans le peuple de France, dans les grands talents que celui-ci recèle, pour qu'ensemble, de façon solidaire, déterminée par notre travail, par nos efforts partagés, nous puissions faire face à ces grands défis. Je serai, autant que tu le souhaites, à tes côtés, ma chère Elisabeth. Comme je l'ai dit et annoncé, je ferai, en ce qui me concerne, un pas de côté, en sortant de la vie politique nationale, dans laquelle je ne suis finalement entré qu'un peu par effraction en juillet 2020. Je continuerai bien sûr à servir notre pays. Il y a tellement de façons de servir son pays quand on l'aime en dehors de la politique. À toi-même, au gouvernement de la République et à l'ensemble de nos concitoyens, à notre pays, à l'Europe aussi, je souhaite de tout cœur bonne chance. Je souhaite le meilleur, car je n'en doute pas, nous en sommes capables. Je vous remercie. Monsieur le Premier ministre, cher Jean, merci tout d'abord pour ton engagement sans faille au service de notre pays, au service des Françaises et des Français tout au long de ces derniers mois. Merci aussi pour tes mots et puis merci pour les nombreux combats que nous avons menés ensemble, précisément au service des Français. Alors, je suis sûre que beaucoup de Françaises et de Français ont, comme moi, un pincement au cœur au moment où tu t'apprêtes à quitter tes fonctions. Parce que tu as su conquérir le cœur des Français en sillonnant sans relâche notre pays, en allant à leur rencontre. Tu le sais, je crois, tu as certainement battu tous les records sur le nombre de déplacements d'un Premier ministre. Mais ça nous a permis de découvrir, au-delà de tes grandes qualités d'écoute et d'apprécier tes qualités humaines, toute ta sincérité et toute ta capacité, je veux dire, d'empathie vis-à-vis de nos concitoyens. Alors, tu l'as rappelé, quand tu as pris tes fonctions, il y a bientôt 2 ans, les défis étaient immenses. D'abord, la crise sanitaire était toujours là dans notre pays et on nous annonçait une crise économique et sociale sans précédent. Grâce à ta détermination, à ton engagement, je pense qu'aujourd'hui, on peut le dire, les résultats sont là. Nous avons pu protéger les entreprises, le taux de chômage est au plus bas depuis 15 ans, nous avons agi pour le pouvoir d'achat, même si tu l'as dit, il nous faudra continuer à agir
tout au long des prochains mois. Moi, je voudrais dire à quel point j'ai apprécié de travailler à tes côtés pendant ces 22 mois. Alors, nous avons évidemment des différences, mais je pense que nous avons aussi beaucoup de choses en commun. D'abord, nous partageons la conviction que les politiques publiques doivent se bâtir dans le dialogue. Le dialogue avec les élus, avec les partenaires sociaux, avec les associations, avec lesquelles nous avons travaillé sans relâche tous ces derniers mois. Et puis, même si nous venons de familles politiques différentes, je pense que nous sommes également attachés à l'intérêt général, à la cohésion de notre pays, à l'égalité des chances. Et ça, j'ai pu le mesurer, notamment dans les projets que nous avons portés ensemble pour la jeunesse. Alors, vous pouvez compter sur moi pour poursuivre dans cette voie face aux nombreux défis que tu as rappelés, qui sont devant nous. Je pense notamment à la situation internationale, mais aussi aux défis climatiques et écologiques sur lesquels il faut agir plus vite et plus fort. Et je suis convaincue que nous pourrons le faire en associant encore davantage les forces vives de nos territoires, parce que c'est bien au plus près des Français qu'on trouvera les bonnes réponses. Et c'est bien tout le sens aussi de la nouvelle méthode voulue par le président de la République. Alors, comme vous l'imaginez, je suis évidemment très émue ce soir et je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour la première femme qui a occupé ces fonctions, Édith Cresson. Et peut-être je voudrais dédier cette nomination à toutes les petites filles en leur disant « Allez au bout de vos rêves » et rien ne doit freiner le combat pour la place des femmes dans notre société. Monsieur le Premier ministre, cher Jean, je pense sincèrement que vous êtes une personne rare, parce que vous privilégiez toujours le collectif et que vous incarnez ce qu'est un ministre, ce qu'est un Premier ministre, c'est-à-dire quelqu'un qui sert son pays. Donc merci très sincèrement et bravo. Bon courage. Voilà. Et mon numéro ne change pas. Voilà. Les micros sont ouverts, je préviens tout le monde pour ne pas dire de bêtises, parce qu'il s'en dit parfois pendant ces cérémonies, j'ai le regret de le constater. Plaisanterie mise à part. Jean Castex va saluer ses collaborateurs. Ce sont toujours des moments émouvants. Il y avait une certaine chaleur dans cette cérémonie qui faisait plutôt plaisir à voir. Le tutoiement, ne fait pas semblant. Et puis on sentait deux personnes qui s'appréciaient pour le coup. Elisabeth Borne, elle reste sur le perron. Et Jean Castex va dire au revoir. Il va prendre le temps de saluer les uns et les autres. Dans les personnes qui sont face à lui, il y a ce qu'on appelle les petites mains. Le personnel qui l'a entouré tous les jours, dans toutes les fonctions. Puis il y a aussi les hauts conseillers. Mais tout le monde se trouve côte à côte. On a reconnu Camille Pascal tout à l'heure, qui écrivait notamment les discours de Jean Castex. Et voilà, il salue tout le monde, s'attarde un peu auprès des uns et des autres. L'ovation, c'est une tradition maintenant, c'est une tradition lorsqu'on quitte ses fonctions à Matignon ou même ailleurs. Et puis Jean Castex va partir à pied. Il va partir à pied, retrouver sa voiture dans la rue et regagner sans doute son domicile, retrouver les siens, mais il va prendre le temps. Il a donc passé un peu moins de 2 ans à Matignon, Jean Castex, mais à travers son discours d'adieu, d'une certaine manière, sa simplicité et aussi quelques phrases bien senties quand même. On pense notamment à ce qu'il a dit sur ceux qui s'expriment fort et haut, pour ne pas dire les gueulards. Voilà, c'est ce qu'on a compris
sur Internet et qui ne sont pas la France. Et la France de Jean Castex, on le devine. Et puis il l'a dit lui-même explicitement, ce sont ces milliers de personnes qui vivent leur quotidien et qui constituent, a-t-il dit, la colonne vertébrale du pays. Il va d'une certaine manière retrouver cette France-là dans sa ville de Prades, dans les Pyrénées orientales. Et surtout, il va le faire volontairement. Il va le faire volontairement. C'est très important parce que, vous savez, la plupart du temps, un Premier ministre, quand il s'en va, il s'en va dans des conditions, dans des circonstances indépendantes de sa volonté. C'est-à-dire, soit il est viré par le président de la République qui a décidé que le moment était venu, soit il a été battu à une élection. Et donc, c'est finalement assez rare de voir un Premier ministre qui voulait réellement partir. Qui voulait partir. Et qui est du coup assez content. Et je pense que ça, c'est pas du tout fin chez Jean Castex. Il y a quand même une espèce de satisfaction à la fois du devoir accompli, parce que c'était pas si facile. Il a rappelé tout ce qu'il a traversé. On l'avait presque oublié, le Covid. Puis, à quel point ça a marqué son... D'avoir tenu le coup, au fond, c'était une sorte de quasi-inconnu. On le pensait un peu amateur, certes connaissant bien l'État, mais est-ce qu'il allait faire l'affaire ? Et puis finalement, il a tenu le coup. Les ministres se moquaient un peu de lui comme ça dans son dos. Il ricanait, parfois même avec le président de la République. Et puis voilà, finalement, il a fait l'affaire. Les Français l'aiment bien. Et donc je pense qu'il y a une satisfaction sincère de sa part dans ce moment-là qui n'est pas si fréquent. À ses côtés, il y a le directeur de cabinet de Matignon qui est aussi une pièce tournante, une pièce essentielle, un des rouages de l'État, Nicolas Revel, et qui remercie l'équipe aussi, qui lui aussi s'en va. Enfin, en tout cas, ne restait pas à Matignon. On lui a posé la question, il ne reste pas à Matignon. Il y avait de l'autodérision chez Jean Castex quand il a évoqué son accent, quand il a parlé de la chefferie. C'est la chefferie ici, la chefferie du gouvernement. Et il faut le dire, il y avait un contraste entre la décontraction de Jean Castex, une forme de naturel, chaleur, bon enfant, et le côté plus emprunté d'Elisabeth Borne pour ses premiers mots, plus appliqué, moins délié. Mais enfin bon, il faut toujours se souvenir des premiers mots de la première télé, encore une fois, de Jean Castex, quand au soir de sa nomination, il était venu ici même à TF1 sur le plateau de Gilles Boulot, je crois, je ne suis pas certain, je ne sais plus si c'était un vendredi, et où il avait vécu une prestation un peu pas très réussie, parce que lui-même était dans une certaine raideur. Alors, Elisabeth Borne, on l'a dit, ça n'est pas un tribun, mais tout arrive, attendons, elle a toujours été dans des fonctions qui l'ont amenée à se montrer très prudente dans son expression. On l'a entendu encore ce soir, et c'est vrai qu'il y avait un contraste entre le Premier ministre, désormais libéré de ses fonctions, et libéré peut-être le bon mot, parce qu'effectivement il a exprimé beaucoup la volonté de les quitter, et puis Elisabeth Borne qui s'installe, qu'on a vu donc partir à l'intérieur. Ses collaborateurs sont sans doute déjà là. Nicolas Revel qui est à côté de lui. Voilà, Nicolas Revel. Qui s'en va. Il s'en va, Jean Castex. Alors cela dit, David, il y a toujours un contraste entre le partant et l'arrivant. Ce que je veux dire, c'est que le partant, même s'il part souvent, comme le disait Ave Gattegno, pas tout à fait de son plein gré, c'est le moins qu'on puisse dire, est toujours un peu plus relax. On l'a vu avec Édouard Philippe, par exemple, et Jean Castex. Édouard Philippe n'était pas très content, d'ailleurs, c'était pas super chaleureux son discours, mais enfin, on sentait bien qu'il était tout à fait, en tout cas, oui, qu'il y avait une baisse de tension, et donc il a fait un charge mentale qui diminue. Voilà, exactement. Et donc, et à l'époque, souvenez-vous, Jean Castex, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il était pas, franchement, vous avez dit comment emprunter, il était au moins aussi emprunté qu'Elisabeth Borne. Donc, après tout, la vie invente. Oui. Ah oui, on a retenu quand même un passage d'Elisabeth Borne. Les petites et là, tout le monde tend l'oreille et tout le monde est un peu, pas ému, mais enfin, ça nous touche, c'est quand elle a parlé, on va le réécouter, écoutez quand elle a parlé de toutes les petites filles qui doivent réaliser leurs rêves. Écoutons-la. Alors, comme vous l'imaginez, je suis évidemment très émue ce soir et je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour la première femme qui a occupé ces fonctions, Édith Cresson. Et peut-être je voudrais dédier cette nomination à toutes les petites filles en leur disant « Allez au bout de vos rêves ». Et rien ne doit freiner le combat pour la place des femmes dans notre société. C'est le moment où elle s'est permis une touche un peu personnelle. Je
Je précise qu'Édith Cresson sera votre invitée tout à l'heure, Ruth. Ce sera très intéressant de l'entendre. Je vous ferai écouter ça, évidemment. Mais ce qui est amusant, c'est qu'elle n'en fait pas non plus des caisses, pardon de la familiarité. Elle ne fait pas de pathos sur cette affaire des femmes. Elle aurait pu en dire, voilà, c'est la première fois depuis tant d'années et j'espère mener à bien ce combat et je suis... Non, elle ne se fait pas la porte-parole. Pas encore, mais enfin, en tout cas, non, ce n'est pas son tempérament. C'est là qu'on le voit aussi. Elle passe un message. On voit qu'elle a la voix qui chevrotte un peu et qu'elle est très émue, mais c'est peut-être un défaut ou c'est peut-être une qualité, on va s'en rendre compte à un moment, on verra bien, mais elle n'en joue pas, quoi. Elle n'en fait pas un étendard, parce qu'elle est aussi choisie pour ses compétences. Jean-Michel, vous avez écouté ces deux discours, surtout celui d'Elisabeth Borne. Non, moi, il y avait un truc qui me frappe. D'abord, il se trouve, ce sont les circonstances, que ces passations de pouvoir ont souvent lieu au printemps. Et donc, du coup, on est dehors, dans la cour. Ça donne de la politique une image agréable, légère, qu'elle n'a pas souvent. Vous voyez, le Premier ministre qui prend le temps de saluer tout le monde. Ça montre aussi combien Matignon est une aventure dans la vie. Une aventure singulière. Matignon, c'est le lieu où se concentrent tous les problèmes de la société. C'est de 6h du matin à minuit, un endroit où on arbitre sans cesse sur des dossiers qui sont préparés depuis longtemps et sur des urgences qui vous tombent sur la figure. Et c'est une aventure qui soude des femmes et des hommes. Jean Castex l'a dit, alors on prend ça pour des banalités, mais quand on le vit, qui soude des femmes et des hommes au service du pays. Et c'est un don de soi que l'on fait. Et c'est important. Et c'est important, je reviens sur le printemps, que ça soit fait en pleine lumière, qu'il y ait un peu de gaieté. Parce que la politique, c'est dur, c'est violent. Et ensuite, vous avez dit une autodérision sur l'accent. Mais enfin, quand même, sur l'accent... évidemment, oui, bien sûr que j'en parle. Sur l'accent, il y a quand même aussi dans la culture française une vieillerie que l'on a constatée avec Jean Castex. Comment peut-on confier l'argent... J'ai résumé ça comme ça, moi. Ouais. Comment peut-on confier l'accent de nos impôts à quelqu'un qui a l'accent du Sud et qui joue à la pétanque et qui boit du pastis? Est-ce que c'est bien sage? Il y a tout ça au fond. Donc, il n'y a pas que de l'autodérision. Il y a aussi un truc archaïque dans notre culture dont il faudra un jour se débarrasser. On y arrive.